Bienvenue dans Worksite Story, le podcast qui explore sans filtre les coulisses du monde du travail. Ici, on parle vrai, des défis humains en transformation profonde en passant par le leadership, la culture d'entreprise et les nouvelles dynamiques qui bousculent nos organisations. Pas de tabou, pas de discours formaté, juste des échanges sincères et sans concession. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Philippe Nathan, architecte associé fondateur du cabinet 2001 qu'il dirige depuis à peu près 15 ans ici au Luxembourg. Diplômé de la Cambre à Bruxelles, il a collaboré avec le bureau bruxellois 51N4E avant de rentrer au Luxembourg pour fonder sa propre agence en 2010, qu'il co-dirige depuis 2014 avec Sergio Carvalho. En 15 ans, 2001 s'est imposé comme une référence au Luxembourg. C'est moi qui le dis, donc j'ai le droit. Des projets résidentiels audacieux, des bâtiments publics remarqués, une approche conceptuelle qui ne fait aucune concession à la facilité. Je suis particulièrement émue de recevoir Philippe aujourd'hui parce que 2001, c'est le cabinet à qui j'ai confié la création de ma maison. Une maison dans laquelle je vis depuis à peu près 1 an maintenant et qui me surprend encore chaque matin. Alors aujourd'hui, avec Philippe Nathan, on va parler d'architecture bien sûr, de beauté, de contraintes, de liberté créative, mais aussi de ce que ça veut dire de diriger une agence, d'enseigner, d'exercer dans un pays où les projets ne manquent pas, mais où défendre une vision architecturale forte n'est peut-être pas si simple. C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui. Philippe, bienvenue dans Worksite Story. Merci. Alors avant de parler de 2001 et de tes projets, j'aimerais qu'on remonte au début. Pour savoir quand l'architecture est entrée dans ta vie et est-ce que tu as un souvenir ou un lieu, un bâtiment, un moment précis où tu as su que c'était ça que tu voulais faire? J'ai grandi, ou pas beaucoup grandi, mais j'ai évolué dans une famille de profession libérale et d'indépendants avec un père médecin qui était pas très disponible et une mère qui s'occupait d'un ménage et d'un business familial, si on veut. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents. Un grand-père qui était en train de s'approcher de la retraite, qui était marchand de bétail. Donc, j'ai passé pas mal de temps dans des abattoirs, mais côté joyeux de l'abattoir, voir les animaux. Et avec un autre grand-père, j'ai passé beaucoup de temps en visite de chantier qui était entrepreneur, en gros œuvre. D'accord. Et donc, j'essaye de comprendre, mais en tout cas, le gros œuvre et ces visites de chantier et toute cette dynamique de construire quelque chose, d'interagir avec des personnes de toute origine confondue. Et cette énergie qu'il y avait, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu parlé, où il y avait une attraction que je peux pas expliquer. Puis avec mon frère dans les années 80, le Luxembourg se développait quand même énormément. Donc, il n'y avait pas de manque de chantier où pendant le week-end ou après 17 heures, on pouvait jouer dedans. Et on adorait jouer dans des cités qui étaient en construction et d'aller dans le gros œuvre. On trouvait ça totalement... c'était notre terrain de jeu. Et donc, il y avait toujours cet attrait sur la construction, le développement, les terrains vagues, parce qu'il y avait la construction, le développement au Luxembourg, 80, années 90, mais il y avait aussi un peu une sorte de décroissance industrielle, donc des friches industrielles qui étaient pas en manque non plus. Et donc, ces lieux, on les a pratiqués et on les a extrêmement appréciés. Et je crois que ça vient un peu de là. Un intérêt pour comment ce monde ou ces espaces se façonnent, sont créés et sont potentiellement après délaissés Et transformé transformés. Ou pas. Ouais, exactement, oui. Et donc je crois que ça vient en partie de là, de manière très, très jeune et très innocente. Et puis après... au lycée, il y avait la question, une sorte de réorientation vers des métiers plutôt créatifs. Mm-hmm. Voilà, la grande question, est-ce que ce sera le graphisme, le film? Ça, c'était un peu les sujets. Et puis, l'architecture s'est imposée comme potentiellement touchant à tous ces sujets sans devoir faire un choix direct, mais aussi intégrer des notions... économique, social, qui m'intéressait aussi, mais peut-être moins dans un côté scolaire, mais où il y avait une sensibilité pour. Et donc l'architecture, en quelque sorte, c'était presque à ce moment-là un alibi pour dire, voilà, c'est une discipline où je
peux être créatif dans plein de milieux, graphique, film, même écriture, dessin, mais je peux aussi façonner des lieux, je peux essayer de comprendre des situations économiques et sociales. C'était une porte d'entrée pour voir, on verra bien ce qui va se passer après. Et justement, tu as choisi la Cambre à Bruxelles pour réaliser tes études? Oui. Ou ça s'est imposé Au lycée, j'étais guidé partout sauf en architecture. D'accord. Ouais, j'étais nul en maths, mais j'étais super bien en physique et personne ne comprenait parce que selon les gens... Oui, on dit maths, physique, ça va ensemble. Ouais, voilà. Mais en fait, pour moi, c'était pas du tout la même chose. Les maths, c'était extrêmement abstrait. Ça m'intéressait vraiment pas trop. Je comprenais pas l'intérêt. Du coup, il y avait pas d'intérêt. Adolescent, hein, donc comme on sait, il y a d'autres centres d'intérêt. La physique, c'était très appliqué et il y avait un raisonnement que je pouvais m'approprier. Voilà. Mais donc, on est orienté au lycée et je me rappelle de réunions avec mes parents. C'était un peu bizarre. 18 ans, on est là avec les parents. On nous dit non, l'architecture, faut oublier ça. Ça, c'est pas pour toi. Tu pourras jamais réussir. À cause des maths. À cause des maths, oui. C'est vrai que je pense qu'on a changé d'époque maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment orienté. On disait, t'es bon là-dedans, donc plutôt ces filières-là, quoi. Ouais. C'était bien leur job, mais souvent, je dis à des étudiants maintenant au lycée, si tu veux vraiment faire quelque chose, faut foncer. Tu peux tout réussir. Hein. C'est pas qu'au lycée, ici, t'as un standard qui est pas réussi. C'est, voilà, à quel point est-ce que tu veux aller dans une direction, tu pourras réussir. Bon, soit. Et puis, j'ai 2 tantes architectes. Ah. L'une avec un diplôme de l'Autriche et une autre un diplôme belge. Et puis, l'une, c'était une Technische Universität, donc technique plutôt. L'autre, la Cambre, on faisait un peu le récit sociopolitique, plutôt de gauche, artistique. Puis c'était Bruxelles. Parce que je me disais, ok, ça semble plus appropriable aussi, parce qu'il y avait un cadre, je veux pas dire rigide, mais un cadre plus facile à comprendre avec moins de choix. Il fallait réussir avant de continuer, alors qu'en Autriche, il y avait plus de liberté et j'avais pas la maturité pour gérer une telle liberté. Voilà, mais c'est toi qui te disais que tu n'avais pas la maturité pour gérer. Oui, je le voyais. Donc tu étais déjà assez mature pour te dire que... Une auto-évaluation s'impose quand même très vite, je crois. Mais tu voulais réussir, quoi. Tu t'es dit, si je passe des études, c'est pour... Il y avait des doutes, mais il y avait des choses, je me dis... l'Autriche était extrêmement attrayant pour ses montagnes et ses études et tout ce que les écoles représentaient aussi en termes d'infrastructure. À Bruxelles, honnêtement, c'était un peu le choc de la qualité des espaces ou non-qualité des espaces et il y avait un certain feeling rock'n'roll de squat dans l'école. On fumait dans les couloirs et dans les classes quand j'étais visité. Ah ouais? C'était une ancienne caserne de pompiers qui était... il y avait des trous dans les murs. C'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Et donc, mais Bruxelles, dans le temps, il y avait un énorme chantier devant l'école, en plus, place Flagey. Oui, il y avait quelque chose. C'était très sublime. C'était pas répugnant, mais c'était totalement décalé d'un contexte extrêmement bien confortable et organisé du Luxembourg par rapport à un Bruxelles qui était un peu tout et rien. Mais c'était à un moment donné totalement quand même attrayant. Et c'était souvent, j'ai vu dans mon parcours une sorte de prise de risque où je me suis dit, je vais tester Bruxelles parce que ça a l'air extrêmement bizarre et non confortable. Et là, on verra bien. Parce que j'étais pas sûr de l'architecture. Et effectivement, les 2 premières années, c'était d'être là avec 100 autres personnes faire exactement la même chose. Je le voyais pas. Je le sentais vraiment pas. Mais tu t'es accroché quand même. Oui, ça m'a pris 2 ans pour trouver mon orientation, mais ça dépendait c'était quoi le narratif des profs, c'était quoi l'exercice, c'était quoi la structure. Mais pendant 2 ans où c'était quand même encore une sorte de paralysé avec tout le monde le même exercice et c'est un peu scolaire, c'était
c'était un peu triste. Et à partir de la 3e année, tu as plus de projets sur lesquels tu peux... En fait, les ateliers étaient, comment ils disaient ça, soit horizontal ou verticaux, je ne me rappelle plus, mais en gros, c'était 3e, 4e, 5e année mixés. D'accord. Donc, on faisait face à des gens qui travaillaient déjà dans des agences, on faisait face à des gens beaucoup plus matures et des exercices beaucoup plus concrets, mais aussi qui demandaient plus. Donc, le frottement était beaucoup moins homogène. C'était pas des gens qui avaient tous le même âge, tous le même souci. Il y avait des gens vraiment, vraiment adultes, vraiment professionnels et des demandes beaucoup plus poussées. Et je crois que ce défi était beaucoup plus excitant on sentait vraiment qu'on sort du scolaire et ça devient un peu sérieux, mais aussi il y avait une ouverture d'esprit par rapport à ce qui est l'architecture. Mais c'est aussi par les profs que j'ai rencontrés à partir de la 3e année. Et est-ce que c'est là que tu as rencontré Sergio Carvalho, ton associé? Parce que je crois qu'il a fait la Cambre aussi. Il a fait la Cambre, il était 1 an avant moi. D'accord. Sergio, je l'ai rencontré pendant le jury de fin d'année de 2e candidature, ça s'appelait encore. Et c'est une anecdote... qui nous correspond, mais bon, c'est pas... Parce que j'ai demandé qu'est-ce que vous avez en commun, qu'est-ce qui vous différencie. Oui. En gros, je présentais dans le plus grand auditoire qu'il y avait à la Cambre dans le temps, je présentais le jury de fin d'année. Il y avait, je sais pas, un jury de 8 personnes, profs, assis, et derrière, il y avait un peu toute la Cambre. Donc, il y avait première année, deuxième année, et puis tous les autres qui venaient voir un peu. Et puis, c'est stressant, mais... En même temps, j'avais rien à perdre. Ça, c'était un peu le luxe que je me suis donné. On verrait bien. Et puis, il y avait ce bâtiment, une sorte de centre civique et artistique quelque part. Je crois que c'était à Mons. Je sais même plus. C'était le sujet. Et puis, un des profs me demande, je comprends que ta structure est en béton, mais ta façade, je comprends pas trop parce que, voilà, déjà là, j'aimais pas les façades avec les trous. Donc, il y avait une sorte de surface assez brutaliste. Et puis, donc, c'est en quoi ta façade, monsieur Nathan? Puis je dis, la façade, elle est en béton, avec un bon accent luxembourgeois. Et puis là, 2 personnes dans le public commençaient à hurler, de rire. Et c'était Sergio et un autre copain. C'est comme ça que vous êtes rencontrés. C'est drôle, ça. Voilà. Et après, effectivement, notre premier projet qu'on a fait ensemble, c'était en 2007. C'était en tant qu'étudiant pour le Festival des cabanes de l'Ordre des architectes. Et c'est assez drôle parce que dans le temps, Jung a lancé l'État des 700 000 habitants. Dans le temps, on était à 350 ou quelque chose. Et en même temps, il y avait pas mal de débats sur comment le Luxembourg traitait les immigrants et les demandeurs d'asile. Il y avait un peu de la polémique sur ça. Déjà. Et puis, on s'est dit, on va participer au Festival des cabanes, qui est un peu pour les lycéens, comme ça, au Luxembourg. On est étudiant en archi, mais on va faire quelque chose qui va un peu se frotter. C'était aussi le moment où le Luxembourg voulait se réorienter comme plateforme logistique, un peu sortir du secteur financier. Et donc, on avait proposé, pour répondre à la crise du logement qu'il y avait déjà à ce moment-là, pour répondre à la question de l'état des 700 000 habitants, où aller avec toutes ces personnes, on avait proposé de faire un logement capsule le long de l'autoroute pour intégrer panneaux autoroutiers et logement dans un truc. Donc, apparemment, le jury était excité de voir ça construit. Donc, on avait construit ça au Marienthal à côté de... ça, c'était notre premier projet qu'on a fait ensemble. Ouais. Et mais comment vous avez décidé à un moment de travailler sur ce projet ensemble? Parce qu'entre la rencontre, j'imagine que vous avez développé une amitié. Oui, mais on a quand même pas mal. On avait un peu un parcours en parallèle. Sergio a fait les bureaux, enfin les ateliers de logement social et quoi d'autre. Je crois, construction durable dans le temps. Et moi, j'étais toujours dans quelque chose qui s'appelait Space Speculation. C'était un peu différent. Donc, notre trajet était parallèle, mais les soucis étaient quand même un peu les mêmes. C'était les logiciels, toute la logistique de comment devenir architecte et avec quoi travailler et comment s'organiser.
Et puis la collaboration, c'était surtout, bon, il y a un truc en Luxembourg, il faudra, si on gagne ce truc, il faudra le construire. Donc, D'accord. Ouais, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Assez naturellement, oui. Et donc, après la CAM, toi, tu as rejoint donc le bureau bruxellois 51N4E. Et je voulais savoir qu'est-ce que cette expérience t'a apporté, justement, après, peut-être que ce que l'école ne t'avait pas donné. Il faut savoir que j'ai décidé pendant 3 ans de suivre le même studio. Donc, on a la possibilité à la Cambre de choisir chaque année un autre atelier. D'accord. Et pendant 3 ans, j'ai décidé, en fait, c'est Peter Swinen, le prof, qui m'a un peu ouvert l'horizon et de redonner le goût à l'architecture, où je décidais, moi, je vais rester là, ça m'ouvre des possibilités autres que d'à chaque fois renouer un autre lien social, qui est extrêmement limitatif, parce que du coup, je n'ai pas diversité. Pas de diversité dans les enseignements, peut-être. J'ai essayé d'avoir ça avec les options urbanisme et ainsi de suite, de voir d'autres profs. Mais dans l'atelier, ça me correspondait assez. Et c'est lui, un des associés de 51N4E. Et je me rappelle, après le dernier jury de fin d'année, j'étais en voyage et j'anticipais une année sabbatique. Je me disais, là, je vais prendre une année où je fais autre chose que... Est-ce que tu l'as eu depuis ton année sabbatique? Non. Voilà. Non. Mais voilà, j'étais totalement dans le film Super 8, donc je tournais beaucoup de vidéos en Super 8, et voilà, c'était quelque chose qui me fascinait. Je me suis dit, je vais prendre une année pour faire ça, voilà, le film, parce que... Et puis, j'ai eu un appel, je crois que j'étais en Angleterre quelque part, j'ai eu un appel de Peter Swin qui disait, on a pas mal de projets, est-ce que ça t'intéresserait? Moi, je te verrais bien au bureau pour travailler à ces projets. En vacances, tu vois. Est-ce que tu le fais ou pas, l'année sabbatique? Et puis, je me suis dit, tu pourrais bien faire cette année sabbatique. Plus tard. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans cette agence. Au final, c'était pas du tout pour travailler sur les projets évoqués pendant l'appel téléphonique, mais c'était sur des concours Paris, Tirana et un projet surtout de maisons individuelles sur laquelle j'ai travaillé pendant les 3 ans que j'étais là. Déjà, c'est une agence dans le temps qui était plutôt flamande, donc les 3 associés plutôt flamands. Une agence très internationale dans le temps aussi. Il y avait des Français, des Flamands, des Belges flamands, des Hollandais, un Luxembourgeois, et ainsi de suite. C'était une douzaine, donc assez petite comparée à ce que c'est aujourd'hui. Mais il y avait une dynamique assez intéressante et des projets de toute échelle. Et il y avait des scénographies pour le Beaux-Arts à Bruxelles, il y avait des projets d'urbanisme, il y avait des projets d'architecture, et voilà. Et il y avait une identité aussi. Il y avait le début d'une identité assez forte et assez radicale. Dans les projets, voilà, c'est ça. Oui, parce que moi j'ai vu des parts. Alors bon, évidemment, maintenant c'est plus, je pense, la société que tu avais, enfin le cabinet que tu avais intégré à l'époque. Ouais. J'ai regardé un peu leur site, leurs projets, etc. Et effectivement, j'ai trouvé qu'ils avaient une approche, en tout cas de présentation, qui était, assez radicale comme ça sur des projets avec un parti pris, un point de vue, un engagement, quoi. Oui. Effectivement, et il y avait une culture du débat et de la confrontation autour du projet qui était assez extrême et qui allait pas tout le monde extrême, enfin très engagé, on va dire. Et donc c'était en tant que collaborateur, vu que tout le monde était un peu indépendant, donc collaborateur indépendant, c'était très immersif parce qu'on faisait face à des débats très engagés entre 3 associés, très très engagés. Et ça, c'était, je crois, inspirant de voir à quel point on pouvait prendre au sérieux ce qu'on faisait et à quel point on pourrait dire non, ça on va pas faire, ou on va quitter cette mission, ou on va arrêter, ou on va pas accepter. Non, l'engagement était inspirant. Je ne vais pas dire que d'autres agences n'ont pas, mais c'est le côté interculturel, nouvelle référence qui était un peu pas présente à l'école,
c'était un désapprentissage de l'école et un réapprentissage ou une recomposition des outils que tu avais appris à l'école dans un processus professionnel. Mm-hmm. Et avec aussi la défense d'un point de vue et de ce en quoi on croit pour le projet, quoi. Un peu jusque boutiste de ce que tu me dis, ils allaient au bout de leur... Enfin, en tout cas, ils essayaient de défendre leur projet. Et aussi d'oser de manière extrêmement indépendante, d'oser remettre en question des questions qui étaient mises sur table. Pour dire, ça, c'est la mauvaise question. Ou le cahier de charge est le mauvais. Voilà, et je crois que ça, c'est un peu d'où vient ce goût à quel point prendre au sérieux ce qu'on fait. Rétrospectivement, je peux remettre en question beaucoup de choses ou des lacunes dans cet enseignement, mais ça, c'est OK. Mais surtout le goût à une certaine lutte, on va dire, un engagement, une remise en cause de certaines bases, mais surtout aussi un engagement de l'architecte dans plein de domaines différents. De l'urbanisme à l'architecture d'intérieur, le design, mais aussi la politique et un engagement politique. Oui, je pense qu'il y a des choses qu'on retrouve, en tout cas aujourd'hui, on va en parler chez 2001. Donc il y a un moment où tu as décidé de rentrer au Luxembourg et de te lancer directement. Non, alors vas-y, raconte. Comment ça s'est fait? Je crois que j'étais quand même un bon collaborateur. Donc, je croyais dans 51 N4E et on m'approchait au Luxembourg pour faire des projets. Et donc, j'ai pris ces projets et ces demandes et j'étais au bureau à Bruxelles et je dis, j'ai ces demandes, est-ce qu'on pourrait les faire avec 51? Donc, de les faire à Bruxelles. Ouais. Puis, les associés avaient leur réunion et puis après 2 semaines, c'était, non, Philippe, ça, c'est rien pour nous. Puis mes collaborateurs me disaient, mais Philippe, t'es con, mais fais ça toi-même. Bon, c'était au Luxembourg et ainsi de suite. Donc, mais j'étais indépendant, donc je pouvais totalement faire ça. Et donc, on a essayé de s'organiser. D'abord en mi-temps, j'ai lancé des projets au Luxembourg et commencé à dire, il faut une structure légale, ainsi de suite. Donc, voilà, tout ça. Après, t'étais foutu. Après, à un moment donné. Création de société, c'est parti. Non, mais voilà, ça s'est fait un peu en croissance et en explosion de cause à effet, on va dire. Et puis, à un moment donné, on était en réunion et j'ai dû dire, en fait, 51, je peux plus collaborer. En fait, ça va pas. Je peux pas avoir un bureau au Luxembourg, faire un chantier et travailler à mi-temps à Bruxelles. Oui, les allers-retours. J'étais toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Et puis les imprévus. Donc pendant un temps, j'ai fait du travail pour 51 au Luxembourg. Donc ils me sous-traitaient de certaines choses très spécifiques. Et puis est né 2001 comme ça. Alors justement, 2001, le nom. Stanley Kubrick, pas Stanley Kubrick. Oui, définitivement Stanley Kubrick aussi, mais je sais pas. À la Cambre, on était invité à faire un projet de fin d'études et un mémoire de fin d'études. Et donc, il y avait toute une confrontation à tout un coup théorétiser, concevoir, écrire et faire de la recherche de textes et ainsi, et écrire quand même un beau bouquin, on va dire. Et soit, j'avais fait un mémoire sur un quartier Shibuya à Tokyo, où je spéculais que c'était un peu l'image de l'avenir de l'urbanité à travers le monde. Et avec ça est venu un projet de fin d'études qui est extrêmement théorique sur l'architecture absolue, le sublime et ainsi de suite. Plein de thèmes un peu, je vais pas dire métaphysiques, mais très conceptuels qui nourrissaient aussi les mémoires de fin d'études. Puis je suis rentré dans un bureau qui s'appelait 51 N4E, qui sont les coordonnées de Bruxelles sur la carte géographique, on va dire. Et j'étais amené à être chez un notaire et dire quel était le nom de ma société. Et tu avais réfléchi avant le jour chez le notaire ou... Un peu quand même.
Allez. Un peu, non, un peu quand même, et un peu trop dans une manière totalement nulle en communication, mais c'est comme dans la musique, on s'enfonce dans son truc et on creuse. Et voilà. Il y avait la question d'aller dans un pays où l'architecte était quand même labellisé comme créateur de maisons individuelles et de manière, je ne vais pas dire exclusive, mais très fortement, et genre dessiner des plans et exécuter, ou les faire exécuter. Et avec ce que j'avais vécu à Bruxelles, c'était pas l'ambition, c'était de créer un environnement, une société qui pouvait bien sûr faire ça, mais aussi toucher à plein d'autres choses que de dessiner des plans et les voir exécuter. Donc il me fallait quelque chose d'assez abstrait pour déjà ouvrir ou questionner. Et j'aimais la notion de problématisation et de juste voir quelque chose et se sentir un peu questionné. Et donc, je me suis dit, il faut un an où les gens savent pas trop où le caser. Sauf que ça allait tellement à l'extrême que 2001, c'est tellement abstrait que ça peut être tout et rien. Mais c'est comme un masque, et j'aimais bien cette idée de mettre un masque et de ne pas savoir, pouvoir être casé dans un pays qui case quand même très bien. Mais moi, je trouve que c'est un très bon nom, ça vous va très bien. Mais très compliqué à communiquer. Pendant 15 ans, c'était quand même très difficile à... Oui, c'est quand même difficile à communiquer. Les gens de dire j'ai une maison ou j'ai un projet, c'est un projet 2001, c'était difficile à communiquer. Il faut une tête dessus, il faut un visage dessus, il faut une sorte de quelque chose architecture. Le branding était très difficile, mais c'était à ce moment-là pas quelque chose à laquelle je pensais. C'était pas le masque, la stratégie, ce que ça représentait. Et voilà, 2001, parce que je me disais, t'es quand même une nouvelle génération d'architectes. Donc, vers 2001, autant Sergio que moi, on s'est posé la question de l'architecture, on va dire. Et 2001, il y a plein de choses en termes de date historique, plein de choses qui se sont passées, qui ont quand même changé notre génération. 2001, c'était le premier forum social à Porto Alegre. 2001, c'est le 11 septembre 2001, qui, pas comme événement de destruction, mais comme impact sur une globalisation qui a totalement ou basculé à ce moment-là. Jusque-là, la globalisation, c'était un truc de ouf. Internet, jusque 2001, c'était génial. Après, il y avait toute cette remise en question. Et puis 2001, c'est l'Odyssée de l'espace. c'est surtout, et je l'anticipais à ce moment-là, c'est ce monolithe absolu, simple, réduit à l'essentiel, mais de proportions extrêmement recherchées. Et ce que ce monolithe, quand il apparaît, fait avec le monde du vivant autour. Le monde du vivant humain et non humain, à quel point il fait évoluer son environnement. Et je me disais, ça, c'est une ambition pour l'architecture, de faire évoluer. C'était très naïf et ambitieux. Mais ça c'était... Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que, justement, il y a une vision, il y a un engagement dès le départ, quoi. Oui, mais il y avait un concept. On va dire qu'il y avait un concept, et il y avait, dans 2001 aussi, donc il y a qui représente apparemment... une intelligence d'autre part, on va dire. Et il y avait l'intelligence artificielle déjà dans 2001, film de 68. Voilà. Et, il y avait, en somme, je trouvais ça, en me faisant mon film, totalement génial, et je pouvais pas comprendre pourquoi personne n'a appelé son bureau 2001. Donc, je trouvais ça tellement génial. Et voilà. Et après... toute la complexité de communiquer que le bureau s'appelle 2001, pas 2001 architecture, pas 2001 architecte, pas juste 2001. C'était assez compliqué, donc on a rajouté, pas officiellement, mais officieusement, le territories, buildings, spaces and ideas, pour dire, voilà, ça c'est les 4 domaines. Mais c'est bien. Auxquels on s'intéresse. Oui. Et sur votre site, je crois que vous décrivez votre architecture comme réduite à l'essentiel.
terme comme ça. Donc, dans un monde aujourd'hui, je trouve qu'on surcharge, on sursollicite, on en a parlé en off. C'est presque un acte politique. C'est quoi pour toi l'essentiel en architecture? Si c'est une grande question, mais... Oui. Oui, et c'est très subjectif en quelque sorte. 2001, c'était aussi, by the way, l'année de présentation du iPod. Ah oui? Et il y a ce moment assez iconique où Jobs est sur scène avec cette machine en main qui est devenue l'iPhone. Donc, ça, quand même, tu peux retracer à 2001 plein de choses. Et c'était aussi la question, le monolithe réduit, le dispositif réduit qui va influencer énormément nos comportements jusqu'à aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Mais à ce moment-là, voilà, il y avait ce truc. Et puis, je ne voulais... Enfin, justement, il y avait cette vision de l'absolu, la réduction, et d'essayer de voir qu'est-ce qui est vraiment totalement nécessaire à un projet, à une architecture, et qu'est-ce qui est superflu. Parce qu'il y avait ce goût, je ne vais pas dire au brutalisme comme style, mais à l'honnêteté des matériaux et une sorte d'horreur du maquillage en architecture et de la décoration. Dans le sens que une fois que tu es professionnel et tu vois toutes les couches auxquelles tu dois penser et qu'est-ce qui est défini par les différents ingénieurs et qu'est-ce qui te reste à définir, eh ben, tu avais l'impression de vraiment juste mettre du maquillage en quelque sorte. Oui. Et ça, tu sentais qu'il fallait se positionner très vite pour dire mais non, nous on va pas rentrer dans le jeu de maquillage, on veut travailler avec les uns et les autres pour formuler quelque chose une entité complète. Donc ne pas dire voilà, il y a un calque ou une zone de 50 cm pour les uns, on va le maquiller et le cacher, et 50 cm pour les autres, on va le cacher. Non, mais vraiment de montrer pour chaque utilisateur comment une construction, un lieu, un espace fonctionne, tant techniquement qu'en matière de stabilité et de physique, de pouvoir toucher, de pouvoir sentir, vraiment avec tous les sens, vivre une architecture. Et pour ça, il fallait le réduire à quelque chose d'essentiel. Donc, c'est des lois de la physique, c'est l'équipement technique quand même aussi, mais c'est surtout d'identifier de quoi est-ce qu'on a besoin vraiment et comment est-ce qu'on peut articuler d'autres ingrédients pour éviter une surenchère de couches. Ce qui n'est pas bien économiquement parce que tout est porté à utiliser plus. Donc, dès le départ, cette notion de faire avec moins, qui vient aussi du design, Dieter Rams, qui a aussi inspiré Johnny Ive, et ainsi de suite, le faire avec moins et essayer de comprendre comment un être vivant va interagir avec soit l'objet, soit l'espace, et quel effet mental, mais aussi dans son être, ça peut avoir. Voilà, et donc c'était très vite sur l'architecture, mais c'était très vite aussi sur la question urbaine, territoriale, voilà, de quoi est-ce qu'on a besoin, en quelle mesure. Ça reste un débat qui est en recalibrage constant, on va dire. Justement, sur votre démarche de conception chez 2001, alors moi, pour avoir travaillé avec vous, je trouve que vous livrez pas des plans, justement, vous livrez un univers. À chaque fois que vous livrez un projet, il y a une histoire, il y a une narration, il y a un concept, il y a un réel concept autour, et une prise de position qui passe pas toujours dans les communes, on va en parler après. Mais comment ça se passe concrètement quand vous avez un nouveau client qui arrive, vous commencez par quoi ? Alors j'imagine que ça change, soit du privé ou du public, c'est souvent des appels d'offres et de ça, c'est pas pareil, quoi. Mais peut-être c'est pas pareil, et en même temps extrêmement pareil. Tout le monde a son cahier de charge, tout le monde a son souhait, ses demandes. Parfois il faut creuser pour les lire entre les lignes. Parfois dans le privé c'est beaucoup plus explicite, ça part souvent des souhaits, des désirs, et ça devient une sorte de cahier de charge implicite. Mais en quelque sorte c'est la même chose. La beauté,
Jusqu'ici, c'était toujours pour des humains ou non humains, hein. Mais c'était, oui, la finalité était assez claire. Parfois, c'est par des gens qui sont délégués dans le public, qui sont délégués à générer un projet ou faire un projet avec toi. Dans le privé, c'est très immédiat. Ça, c'est vraiment la chose qui est très belle, mais où le conflit est peut-être aussi le plus grand, parce que voilà, c'est deux positions qui doivent se retrouver quelque part. Comment ça commence? Je crois qu'il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas de processus codifié. Vous avez une méthode de travail créatif, je ne sais pas, est-ce que vous faites des sessions de brainstorming collectif? Est-ce que chacun propose un projet, que ensuite vous débattez, justement comme tu disais dans le premier cabinet où tu as travaillé? Oui, alors il y a une conviction pour Sergio et moi, c'est qu'on ne veut pas diviser le travail. Donc c'est très marxien, marxiste. Marx disait que le travail est tellement sous-divisé que tu perds l'idée de à quoi tu travailles. Et encore dans l'architecture, la beauté, c'est que quand tu peux toucher à tout de la première esquisse à la réception des travaux ou le chantier, là, c'est la beauté parce que ça t'ouvre un champ de compréhension totalement nouveau. Je ne vais pas dire c'est genre l'enlightenment, mais allez, c'est quand même plein de frustration, mais aussi de satisfaction. Oui. Et donc, on a comme philosophie au bureau que tout le monde a accès à toutes les phases de différents projets et qu'on a un milieu de travail qui se veut horizontal, qui n'est pas commode non plus pour personne, parce qu'il y a, chez beaucoup de personnes, quand même un souhait implicite de structuration et de hiérarchie et de processus plus structurés et plus explicites. Ou de ne pas vouloir prendre de responsabilité parfois aussi, quoi. Parce que finalement, défendre un point de vue, c'est déjà prendre une responsabilité sur potentiellement pas être d'accord avec ce qui est en face de soi. Je voudrais dire qu'on n'a pas de collaborateurs comme ça. Mais oui, mais c'est pas très confortable. Ouais. Et ce qu'on veut aussi quand on était dans l'enseignement, ce qu'on a communiqué à nos étudiants, c'est de dire, nous, que ça fasse plaisir non-stop, ça nous intéresse pas, les gars. Parfois, ça va faire mal, mais le but, c'est ici quelque chose un projet dans lequel, une position dans laquelle vous croyez, et un moment de satisfaction à la fin d'un semestre. C'est ça sur quoi on travaille. C'est pas un job qui peut faire plaisir non-stop, parce qu'alors on se pose pas les bonnes questions ou le fait sans doute pas de la bonne manière. C'est un peu un moment critique parce que il y a différentes philosophies de travail et on n'est pas là non plus pour souffrir, mais juste pour dire dans le processus, c'est donc on essaye d'ouvrir le champ de la conception à tout le monde. On demande d'identifier les questions à poser ou à travailler à tout le monde. Donc, il n'y a pas une cellule de conception où les deux associés qui dessinent et le matin, il y a un croquis qu'il faut exécuter. C'est pas votre approche. C'est pas du tout à ce qu'on croit. Donc, on essaye de vraiment, vraiment pousser chaque collaborateur, même stagiaire, à contribuer à cette machine avec des questions, des doutes, des convictions, mais surtout un raisonnement. Donc, dans les sessions de travail, donc on a beaucoup de murs, parce qu'on est quand même très physique encore, beaucoup de murs d'affichage en galvanisé, où on affiche des dessins, des croquis, des 3D, et la grande question, c'est toujours, qu'est-ce qu'on identifie comme problème, qu'est-ce qu'on identifie comme doute, qu'est-ce qu'on identifie comme belief system, qu'est-ce qu'on identifie comme grande question. Et ça peut aller de la première esquisse et de la première approche sur est-ce qu'on a tout le programme qu'il faut, est-ce que le maître d'ouvrage a pensé à tout le programme qu'il faut, jusqu'à comment est-ce qu'on va construire ça pour éviter les couches, éviter les problèmes, être conforme aux normes, mais surtout arriver à ce qu'on 2 ans, 3 mois, 1 semaine avant, on a défini comme but spatial. Et donc ça, c'est un peu le
processus qui se veut collaboratif et dans un collectif, mais qui met pas mal de stress sur ce collectif. Oui, j'imagine. Et est-ce qu'il t'arrive de tomber amoureux d'un projet que le client ne retient pas? J'imagine que oui. Comment tu le vis? Est-ce que tu arrives vite à te dire c'est la vie, on passe à autre chose, ou est-ce que parfois ça te suit pendant un moment, tu dois digérer dans la nature peut-être? Oui, ça arrive. Oui. Moi, justement, si je peux partager, le premier projet que vous m'aviez proposé, que j'avais adoré, c'était un projet avec une façade en verre. Je me souviens évidemment d'une sorte de maison lanterne, donc pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, donc inspiré de Renzo Piano. En fait, en tout cas, c'est les références qui a conçu la maison Hermès à Tokyo, ou Pierre Charot qui a conçu la maison de verre à Paris. Et la commune l'a refusé. Donc, moi, je sais ce que j'ai ressenti ce jour-là. J'étais extrêmement déçue parce que, en fait, j'ai eu un coup de cœur. Je sais pas si tu te souviens de cette réunion. Vous étiez même étonné de ma réaction immédiate. Même si je me suis dit que ça allait être un challenge en réalisation, mais je pense que c'est un challenge pour vous aussi. Mais toi et vous, l'équipe, comment vous l'avez ressenti quand ça a été refusé par la commune? Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que c'est quelque chose Ça arrive souvent. Ouais. Oui, parce que on essaye quand même de pousser certains standards ou certaines limites. Justement, là, on identifiait quelque chose qui était essentiel chez la maîtrise d'ouvrage, qui était lumière, soleil, mais privacité et une sorte de modernité et de matérialité très poussée. Moi, je suis venue chez vous parce que je voulais vraiment avoir... on se connaissait pas, j'avais vu vos projets en fait, et je voulais vraiment avoir une équipe qui avait un point de vue, qui allait défendre un vrai projet, ce que j'ai trouvé chez vous, d'architecture avec une réflexion. Et je voulais avoir une signature pour ma maison, un projet d'architecture. Oui. Et cette anecdote, justement, pour moi, ça pose une question de fond, mais j'aimerais avoir ton avis. Au Luxembourg, donc les nouveaux PAG, ça impose des règles, des matériaux, des couleurs, des formes. Je pense, si je dis pas de bêtises, que par exemple la maison Fanny que vous avez conçue, qui est en béton brut, elle pourrait, je pense, même plus être construite telle qu'elle aujourd'hui dans de nombreuses communes ou même dans le pays. Est-ce qu'on est en train de tuer la créativité architecturale au nom d'une recherche, je sais pas, d'homogénéité paysagère Et j'ai une question qui suit, comme ça tu peux répondre aux deux. En fait, est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les bâtiments privés, où il y a vraiment des règles, et finalement, moi j'ai l'impression que toutes les nouvelles zones d'habitation, elles se ressemblent en gris et blanc avec les portes de garage gris foncé. Est-ce qu'il y a plus de liberté dans les bâtiments publics que dans les bâtiments privés aujourd'hui au Luxembourg, quoi? Alors, grosse question. Oui. Je crois qu'on évolue dans une société quand même à la base conservative, qui essaye tant bien que mal de trouver un narratif de cohérence avec ces impositions de croissance structurelle, donc démographique, économique et démographique, et tout le bouleversement dans l'aménagement du territoire que ça apporte, et qui doit trouver un compromis avec croître et trouver de nouvelles typologies et gérer une identité, un héritage dans un système démocratique à beaucoup de déficiences. Voilà. Donc c'est une équation extrêmement complexe, je crois, à laquelle on fait face, mais ou avec laquelle on essaye d'expliquer pourquoi certaines règles ou réglementations et ou décisions administratives sont parfois dans l'un ou l'autre sens. Parfois, on est radicalement pas d'accord sur certaines interprétations même de réglementation. Est-ce que les cabinets d'architecture sont associés, ou l'ordre des architectes, est-ce qu'ils sont associés justement à la création des PAG? Je crois pas forcément. Oui, si, quand même. Oui. Déjà, ça se fait en général par des agences spécialisées dans l'établissement de plans d'aménagement généraux.
reste peut-être la question de quelle liberté, impact et quelle discussion sociétale on a autour de comment on veut établir de tels documents qui ont tellement d'impact sur la vie des citoyens. C'est assez délicat, hein. Je ne vais pas du tout simplifier. Bien sûr. Mais voilà, je crois le souhait ou l'origine de certaines obligations réglementaires vient d'un souci d'essayer de gérer une image de cohérence, tant bien que mal, et essaye de garantir pour le plus mauvais maître d'ouvrage une qualité minimale. C'est triste tout ce que tu dis. C'est triste, mais je crois au final, voilà, un PAG, c'est aussi du damage control et voilà. Mais est-ce qu'on ne devrait pas laisser quand même une place pour cette créativité Oui, pour laisser de la place, justement, mais même aux futures générations d'architectes, pour laisser de la place à la créativité dans l'espace urbain. Est-ce que quand on conçoit des nouveaux quartiers, il faudrait pas avoir un espace où on se dit, bah là, on va justement promouvoir la créativité dans l'architecture. Peut-être ce sera pas dans les clous au niveau des règles, mais au moins on laisse des traces. Oui, la créativité, la créativité des architectes. J'ai parfois aussi tendance à douter que la réalité économique permette à la plus grande masse de contribuer à un intérêt public ou un intérêt général. Mais ça, c'est encore une autre discussion. Donc, je comprends, oui, et voilà, pour le dire de manière positive, on a quand même eu pas mal d'expériences extrêmement positives où des techniciens, architectes ou urbanistes communaux se sont associés à des projets pour trouver manière de les rendre autorisables. Et ça, presque pour toutes nos maisons, il y avait des réunions comme ça pour dire, OK, moi là, et là, et là, et là, il faut qu'on trouve un compromis. Oui, donc il y a vraiment un travail de collaboration qui va dans le bon sens et qui est possible aussi dans un pays comme le Luxembourg, qui est peut-être pas possible dans d'autres pays qui sont peut-être plus grands, où on a peut-être plus accès aussi aux gens. Mais il y a eu même, je dirais, des amitiés qui se sont formulées autour de projets. Ça, c'est bien. Ou amitié, c'est un grand mot. Mais des appréciations, des appréciations qui durent ou perdurent à la fin d'un chantier d'une maison, mais où il y a eu vraiment un engagement partagé autour. Oui, parce que finalement, toi, tu travailles avec bien sûr toute ton équipe, justement avec ces contraintes-là. Est-ce que ça peut parfois devenir paradoxalement une source d'invention où tu te dis finalement vous êtes dans un métier de contrainte, on est obligé de se rentrer là-dedans. Comment est-ce qu'on peut sortir quelque chose où on défend un projet auquel on croit avec sa propre identité dans un cadre cadre défini quoi. De toute façon il n'y a pas le choix, mais non, est-ce que il n'y a pas le choix. On veut quand même travailler, on veut faire des projets, donc il faut trouver la solution aux réglementations et à articuler toutes les impositions dans quelque chose dans laquelle on croit. Et donc, par définition, ça devient un peu la source du travail ou l'objectif du travail. En même temps, je crois en parallèle, ça impose qu'on s'engage autre part pour débloquer certaines situations et peut-être ouvrir le champ à d'autres possibilités ou d'autres solutions, de ne pas toujours être dans la réception, on va dire, de réglementation, l'intégration, mais aussi de façonner des réglementations. Donc ça, c'est un travail en parallèle et effectivement, notre travail laisse peu de temps, donc ça c'est plutôt dans le socio-économique, pour permettre cet engagement. Voilà, qui va au-delà donc de faire l'architecture, qui est vraiment la fin d'une politique, presque la conclusion d'une politique d'aménagement du territoire. Donc, c'est une vision globale. Il y a les plans d'aménagement généraux, il y a les plans d'aménagement particuliers, et puis il y a les architectures. Et donc, on comprend que si on n'est pas au début de cette chaîne qui est éminemment politique, mais aussi environnementale, infrastructurelle
économique. Oui, et puis qui englobe plein de sujets, la mobilité, enfin, il y a plein de sujets, la nature, enfin, comment est-ce qu'on fait pour renaturer certaines, enfin bon. Il y a 150 000 sujets autour, quoi. Il n'y a pas que l'architecture d'un bâtiment ou d'un autre. C'est dans un environnement complet, quoi. Et tout repose sur une culture de la planification et ou de la construction. Est-ce qu'il y a un projet que vous avez livré récemment dont vous êtes particulièrement fier chez 2001 ou qui t'a appris quelque chose Chaque projet, ça c'est la beauté. Chaque projet, même si le sujet est le même qu'un autre projet, enfin on va dire la typologie, une maison unifiée familiale, chaque projet nous enseigne des choses. Sur plein de manières différentes de comprendre la construction, le social, le psychologique, l'économique. Mais je crois là, tu pourrais demander la douzaine de collaborateurs, chacun pourrait dire son projet autre chose. préféré du moment. Récemment, on a fait pour la Louga un jardin. D'accord. Mais un jardin qui filtre l'eau. Et on s'est associé à une chercheuse de l'Université de Luxembourg pour vraiment tester est-ce qu'on va y arriver à filtrer l'eau. Et les résultats étaient assez positifs. Donc ça, c'était super. Mais c'était surtout tout un narratif avant pour avoir cette installation. C'était une énorme poutre de differdange d'Arcelor. Il fallait s'associer à Arcelor, il fallait amener la poutre. Donc c'était toute une aventure. Mais c'est ça quand on fait des projets engagés. C'est ça qui... voilà. Il faut aller chercher les choses. C'était éphémère. Tu vois. Ouais. Donc maintenant, tu vas à cet endroit, ça fait un peu un vide, c'est plus là. Mais la liste de leçons et de nouvelles connexions sociales et d'apprentissage est énorme sur un micro-projet comme ça. Et aussi, il y a beaucoup de satisfaction d'équipe, pour le coup. Oui, quand le projet est fini, on voit tout ce qui n'est pas comme on le voulait. Hein. Donc, satisfaction. Mais je pense pour les gens qui ont pu voir, moi, je l'ai pas vu, mais pour les gens qui ont pu le voir, je pense qu'ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Hein. Peut-être pas. La satisfaction que ça s'est fait. C'est toujours, il faut être très humble aussi parfois. Donc, et c'est ce qu'on dit souvent à nos collaborateurs déjà. Notre première bataille, c'est il faut que ça se fasse. Oui. Puis après, ça, c'est notre but 1, but 2, but 3. Et puis, il faut lâcher prise de ça parce que toi, tu vas pas habiter dans la maison. Est-ce qu'il y a un projet que tu rêves de faire alors, ça peut être un bâtiment public, un projet à l'étranger, quelque chose même à toute autre échelle que ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait rêver où tu dis, ça, on n'a pas encore fait, j'aimerais bien qu'on fasse ça? Il y a tellement de projets sur lesquels on travaille où tu sais jamais si ça va se faire ou pas. Hein. C'est tellement lent. C'est dans vos métiers, c'est comme ça. Il y a des projets en fait qui verront jamais le jour tu peux pour plein de raisons. 5 ans sur un projet, il va pas se faire. Donc actuellement, je crois que collectivement, on rêve que tous les projets qui sont sur les murs, qu'on les fasse. Il y a un projet à Bruxelles qui est très important parce que ça va recréer tout un centre social au milieu d'un quartier, je ne vais pas dire difficile, mais un quartier assez spécifique. Et c'est à Bruxelles. Ça, vous êtes sur un concours, c'est ça? Le concours, on l'a gagné. Concours, on l'a gagné, mais la complexité, c'est que... Comment vous positionnez quand il y a un concours comme ça à Bruxelles? Ils viennent vous chercher ou vous allez... On s'associe. D'accord. On s'associe à un autre ex de 51 N4 qui a son agence à Gand. Super, ok. Et voilà, en général, on travaille en association. Donc là, vous avez gagné et c'est un projet qui est en train de se réaliser. En construction. Donc, il y a une démolition d'un ancien parking pour la reconstruction d'un hall sportif avec bureaux, café et espaces sociaux comme ça. Donc, un centre vraiment civique à la place d'un parking semi-enterré avec une grande place publique au centre. Donc, c'est assez super comme projet de base. Le projet qu'on a proposé était assez audacieux, donc on a dû trouver... J'en doute pas. Oui, mais donc maintenant voilà, le chantier a débuté et puis il y a toutes les surprises. Il y a des infrastructures, des réseaux qui étaient sur aucun plan. Il y avait des fondations qui sont un peu d'autres bâtiments autour. Il y a des tours énormes à droite et gauche. Donc voilà, on espère que ça va avoir une fin positive comme on l'a planifié. Il y a le projet des anciens abattoirs Luxembourgville, ça aura le même impact pour Luxembourg ou même plus grand impact pour Luxembourgville. Donc ça, on croise les doigts que ça va se faire comme c'est planifié. Puis il y a des deuils, comme tu l'as évoqué avant. Il y avait
On avait un super projet de centre de cave à la Moselle et sous les vignes en fait. D'accord. Un super projet spatial, architectural, mais aussi paysager parce qu'on ne le voyait pas. Au final, c'est une architecture que tu voyais à peine. Ça aurait été quelque chose. Voilà, ça va pas se faire. Oui, donc vous devez faire des deuils régulièrement de projets. Quoi. Oui. C'est le métier. C'est intéressant de voir l'histoire de l'architecture. La Casa da Musica, au final, c'était une maison individuelle à la base en Flandre. Mm-hmm. Et puis, il y a eu ce concours pour la Casa da Musica. Et OMA, ils ont juste dit, bon, il y a ce projet, mais plutôt une manière de faire de l'espace. On va juste la mettre à l'échelle. Et ça va être le projet. Et ils ont gagné avec ça. Donc, à la fin, c'est un recyclage de certaines idées qu'on trouvait intéressantes spatialement, qu'on peut quand même potentiellement réattribuer à d'autres endroits. Vous nourrissez aussi d'idées qui naissent dans le cadre de projets qui se réalisent ou pas, et qu'après vous pouvez peut-être réutiliser dans d'autres projets si c'est adapté. Et je crois qu'il faut. Ouais. Il faut, ça c'est la différence entre l'art et le business. Je crois tu développes. En quelque sorte, on développe des solutions. Si elles ne seront pas construites, il faut pouvoir les appliquer autre part. Oui, parce qu'il y a quand même du temps, ça ne se fait pas comme ça. Et il y a quand même de l'intelligence. En quelque sorte, Exactement. Il y a de l'intelligence avec des solutions qui fonctionnent pour certaines choses. Donc, il faut pouvoir réarticuler ces intelligences pour pouvoir les tester aussi, pour Bien que sûr. ça se prouve dans d'autres contextes. Mais on essaie effectivement d'éviter la répétition. Ce qui est aussi un danger économique ou une pression économique, une charge économique. C'est vrai, parce qu'en fait, vous pourriez très bien dire ça, c'est notre signature et on duplique. Et la signature, d'ailleurs, on essaie aussi de l'éviter, mais ça devient aussi, du coup, pour d'autres personnes, ça devient une signature, alors que on refusait toujours le geste, la signature, le eye-catcher. Au final, vous voyez, tu te dis... Ok, oui, rétrospectivement, peut-être que ça existe quand même. Mais bon. Est-ce qu'il y a des architectes qui t'ont construit, je sais pas, ceux sans lesquels tu serais pas architecte aujourd'hui? Est-ce que tu as des références connues ou moins connues d'ailleurs Oui. On est quand même localement. Il faut reconnaître que voilà, on est engagé dans certaines associations ou institutions, notamment le Centre d'architecture luxembourgeois, où récemment, on a co-organisé ou initié une conférence de Jim Clemens Saesch et Christian Bauer à la fin de leur carrière, si on veut. Même si visuellement ou spatialement, on ne fait pas du tout la même chose, on peut complètement apprécier tout ce qu'ils ont construit pendant ces 40 années et aussi qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'architecture au Luxembourg. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut quand même apprécier localement. Et je crois que c'est important d'aussi apprendre à voir de manière plus sensible localement. Il y a des bureaux comme Tetra qui, dans le temps... Et d'ailleurs, j'ai visité beaucoup de leurs chantiers parce que mon grand-père travaillait beaucoup avec ou pour Tetra. Qui avait une sorte de brutalisme luxembourgeois, donc qui est quand même inspirant, sous-jacent. Et c'est malheureux qu'au Luxembourg, on n'ait pas de culture théorique pour trouver la belle monographie de ces bureaux pour dire « Waouh, regarde qui a construit le Luxembourg ». Et puis, à l'international, c'est clair qu'on a des références qu'on regarde. Parfois, on peut collaborer maintenant avec ces références. Parfois, ça se passe très, très mal. Et c'est une sorte de reality check. Mais on va pas remettre en cause ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font de bien, mais parfois, voilà, on sent qu'une culture de projet n'est pas toujours compatible avec quelque chose qu'on peut apprécier comme résultat. Donc, oui, et puis de manière très personnelle, je crois, voilà, 51, Freek Persein et Peter Swinen, ça reste quand même, j'ai extrêmement beaucoup de respect sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font et tous les défis que j'ai pu un peu accompagner comme ça. Et ça te stabilise un peu par rapport à des petits problèmes que tu as à gauche, à droite pour dire, bon, bah, voilà, faudra s'épauler pour traverser ça. Ouais. Et tu voyages beaucoup personnellement. Enfin, on te voit sur Instagram dans des lieux entre nature et architecture, j'ai envie de dire. C'est une pratique délibérée. C'est presque une discipline pour toi. Enfin, c'est quelque chose que tu as toujours fait.
Tu vas chercher quoi en fait dans ces visites? Ça te nourrit dans ton travail ou c'est plutôt un besoin d'échapper au... Je crois ça, avec Sergio, on le partage. Oui, vous emmenez d'ailleurs l'équipe, vous allez... Oui. On a un peu le dogme au bureau, c'est qu'on ne veut pas travailler avec des architectures de passe-temps ou de hobby. Il nous faut des architectes pur sang, ce qui veut dire que le soir, on rentre et on s'intéresse à un documentaire ou on ouvre un livre ou le week-end, on va voir l'architecture, on fait de la photo parce qu'on aime faire de la photo, on s'intéresse, on va voir un paysage ou un paysagiste ou une expo de sculpture parce qu'à la fin, ça inspire quand même l'un l'autre. Mais on ne veut pas des gens qui travaillent 8 heures et puis ils font ça pour gagner de l'argent. C'est pas possible. Et pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'inspiration, on a besoin d'un débat, d'un discours pour pouvoir voir ce qui se fait autre part, qu'est-ce qui a été réussi, qu'est-ce qui a été moins réussi, mais aussi pour voir où mettre une sorte de barre d'ambition. Et donc, oui, je crois que tout le monde au bureau voyage beaucoup, aussi les week-ends pour aller voir des nouveaux projets, des vieux projets, des installations paysagères, tout. Et on a besoin de ça, effectivement, parfois en tant qu'échappatoire, mais aussi comme formation continue, si on veut, parce que souvent, avec une visite, va la publication du lieu ou de l'ouvrage ou du bâtiment, vient tout le narratif des problèmes qu'il y a eu, des défis, de la durée de chantier qui s'est triplée. Voilà, c'est quand même aussi... Oui, et puis se rendre compte sur place aussi de ce que ça donne. Parce que, moi, j'aime aussi l'architecture et c'est vrai que quand tu vois dans son environnement, le bâtiment, le lieu, peu importe, c'est complètement autre chose, quoi. Il faut le vivre. Je crois qu'il faut le vivre et il faut pratiquer, il faut pouvoir déambuler. Et je crois qu'on n'est pas... Allez, parfois on fait des croquis, on fait beaucoup de photos. Je crois que beaucoup de gens au bureau sont passionnés de photos, bizarrement. Donc il y a l'histoire de cadrage, mais aussi de comment on bouge, quels sont les angles de vue, qu'est-ce que ça met en rapport extérieur, intérieur. Donc cette expérience, je crois que c'est quelque chose qu'on partage au bureau, mais où on essaye de pousser pour voir au-delà de notre assiette, comme on dit en allemand, über den Tellerrand schauen. Oui, pour voir où est la barre, quelles sont les autres cultures, qu'est-ce qui est faisable. Et est-ce qu'il y a un bâtiment que tu aurais aimé construire toi-même? Une référence comme ça que tu as? C'est peut-être compliqué. Non, mais quand j'étais gosse, la Falling Water de Frank Lloyd Wright, c'était... Je trouvais ça tellement génial. Gosse, adolescent même, je crois, juste 17, 18 ans, ça m'a totalement fasciné. Tu as visité des maisons qu'il a pu... Oui. En tant qu'étudiant, à un moment donné, le dollar était tellement bas qu'on s'est dit on va à Chicago, New York, on fait le tour de tous les Frank Lloyd Wright qu'on peut. On l'a fait avec trois autres étudiants. Oui. Donc ça, il faut parfois se dire on va visiter. Donc ça, c'est un bâtiment qui initialement m'a marqué, où je me rappelle que c'était une architecture qui m'a parlé. Et c'est un mois ou deux où j'ai lu un article au final sur le point de vue, toutes les difficultés constructives, économiques de cette maison, tout le fiasco de l'historique de cette maison. Mais voilà, ça c'est quelque chose, il faut vraiment, vraiment creuser dans les archives pour retrouver ça. Et c'est assez intéressant que l'architecture, c'est une sorte de palimpseste plein de narratifs et d'histoires différentes, où tu peux avoir différents points de vue, différentes histoires, mais c'est tellement riche d'expériences que sur un même projet, tu peux continuer à t'intéresser pendant longtemps. Exactement, oui. Mais projet qui m'a marqué, je crois une figure d'architecture qui m'a extrêmement marqué dans ma jeune vie de diplômé et qui continue de m'inspirer, c'est Lina Bobardi, architecte d'origine italienne, donc Lina Bo, mariée à un marchand d'art italien, émigré en tout cas au Brésil, et qui, elle, vraiment, elle a défié gravité, ingénierie, mais après aussi méthode de faire vernaculaire, art et ainsi de suite.
une manière de faire qui va d'un brutalisme. Aujourd'hui, on te dit, mais ça, c'est l'architecture d'homme. Mais si tu regardes, c'est une dame qui l'a fait, des musées qui flottent dans l'air. Pas démonstratif, parce que c'est toujours fait pour, là, pour l'exemple, c'est pour couvrir un espace public et rendre possible un espace public sur une avenue, la police à Sao Paulo. Mais voilà, d'avoir pu collaborer avec Lina Bobardi sur un truc comme ça, ou le CESC Pompeia, ça aurait été quelque chose. Faire moi-même, je crois que je ne serais pas possible de le faire. Oui, je ne serais pas compétent de le faire. Donc, je crois que ça, c'est encore une fois, il faut avoir assez d'auto-évaluation pour se dire, j'aurais voulu rencontrer ce ou cette personne, pouvoir échanger et collaborer, ou me frotter à cette personne. Dans ce que tu me dis là depuis tout à l'heure, c'est de travailler aussi en équipe et de co-construire, que ce soit d'ailleurs avec ton équipe, mais aussi avec les entreprises ou les artisans avec lesquels vous travaillez et vous développez des relations. Parce que souvent, on a aussi l'image de l'architecte un peu égo. Oui. Il y en a et c'est très bien, mais je veux dire, ou à la limite même les autres n'existent pas dans le cadre de l'agence justement. Moi, ce qui m'a marqué sur votre site, et je l'ai vu d'ailleurs dans votre rétrospective pour votre anniversaire, vous listez nommément tous vos anciens collaborateurs. Ils sont une vingtaine, je crois, sur le site. Tout le monde peut aller voir. Et c'est un geste qu'on voit pas souvent, voire même, je sais pas si je l'ai déjà vu. Et je trouve que, c'est assez, c'est assez émouvant. Et je voulais savoir, c'est quoi l'idée derrière? Est-ce que c'est une façon de reconnaître que 2001, c'est aussi parce qu'ils sont passés par là, c'est reconnaître leur individualité, leur travail, leur contribution? Oui, je crois que c'est totalement ça. Il y a des collaborations qui ne se sont pas bien passées. Parce qu'il y a des manières de faire, d'être, et des attentes qui correspondent parfois pas. Qui sont pas alignées, oui. Qui sont pas alignées, mais c'est pas pour ça qu'il y a un mépris ou moins d'appréciation par rapport à des gens qui ont quand même pris le risque de venir chez nous, parce que effectivement, apparemment, ça vient avec une sorte de connotation spécifique de stress ou de manière de faire. Bon, donc c'est une prise de risque de venir et de vouloir contribuer. Et on apprécie toutes les histoires qui sont passées, par notre bureau et tous nos collaborateurs et collaboratrices, avec, la majorité avec lesquels on continue d'avoir des relations extrêmement gratifiantes, qui continuent leur parcours un peu partout. Depuis les fondateurs de propres agences, de propres pratiques, de travailler dans des administrations, plutôt dans le social, jusqu'à être officier dans l'armée, on a tout. Et voilà, le fait qu'on ait collaboré de manière extrêmement intense sur différents projets, certains qui se sont construits, d'autres pas, ça fait quand même... Ça crée des liens. Ça crée des liens, oui. Et je crois que le fait de les nommer, c'est juste de dire toutes ces personnes ont contribué. 2001, c'est clairement pas Philippe Nathan et Sergio Carvalho Architecture. 2001, c'est l'ambition d'un collectif, l'ambition de vouloir contribuer à quelque chose dans laquelle on croit. Et donc, c'est les gens actuels, mais c'est aussi les gens juste avant, parce que les projets durent tellement longtemps que parfois on travaille avec les esquisses et les questions initiales que quelqu'un a mis sur table, et on les exécute aujourd'hui, mais ça peut être... ça peut être des années après, la personne est peut-être partie continuer son chemin ailleurs, quoi. Oui. Ouais. Et donc, l'histoire de signature, on essaye de l'éviter, mais en même temps, ces personnes ont contribué. Alors, je reviens sur le fil de mes sujets. En 2023, je crois, tu donnes une conférence au MUDAM autour du peintre américain Peter Halley et de la ville. J'ai bon. Et je crois que tu interviens parfois en tant que, en tout cas, c'est ce qui est écrit sur la page du MUDAM, comme commissaire d'exposition, contributeur, essayiste ou membre de jury dans le domaine de l'art. Et je voulais savoir si la frontière entre l'architecture et l'art, est-ce que c'est quelque chose qui est... comment tu le vis? Est-ce que ça te nourrit dans ta pratique architecturale, ou est-ce que c'est autre chose, simplement un intérêt que tu as? Est-ce que c'est lié, en fait? Oui, je me posais cette question récemment, parce que dans le temps,
on avait beaucoup plus de références artistiques, je crois, pour évoquer une sensation spatiale, matérielle ou conceptuelle. Ça, on l'a un peu, je vais pas dire perdu, mais c'est devenu plus sous-jacent ou moins présente aujourd'hui. Et je me suis posé la question pourquoi récemment. Le milieu de l'art, apparemment Duchamp, ça c'est Bertheis, un artiste luxembourgeois qui me l'avait dit. Donc je ne peux pas retracer la citation. Apparemment, selon Duchamp, la différence entre l'art et l'architecture, c'est la toilette. Donc, à la présence ou pas d'un toilette, sachant que Duchamp lui-même a utilisé des toilettes. C'est drôle, ça. Mais voilà. Oui, c'est assez drôle. Mais voilà, ce que j'ai trouvé dans l'art, et je suis extrêmement content que ça s'est fait comme ça. Chez 51, dans le temps, on a pu travailler sur des scénographies de Frida Kahlo avec le Beaux-Arts. Donc, il y avait cette proximité, la collaboration avec des artistes plutôt cinéastes, faire des maquettes et des scénarios pour eux. Et donc, il y avait cette collaboration extrêmement éclairée, je trouvais, où tu pouvais avoir des discussions sur le concept et la base même d'un projet. Donc, libéré de toute question économique ou technique. Voilà, c'était vraiment la base sur la pureté, je voulais dire, ou la cohérence de ce que tu mettais sur la table ou ce que tu essayais d'articuler ou ta réponse à une question. Et ça, assez vite, avec 2001, on a pu nouer des liens avec des jeunes directeurs de musées, casinos d'art contemporain, mais aussi des jeunes curateurs qui étaient au Luxembourg, qui avaient identifié chez Desmoulins, dans des scénographies, sorte de sensibilité quand même qui allait au-delà de l'architecture. Et donc, il y a eu une sorte de confrontation ou dissimulation ou intégration du milieu de l'art qui a permis de parfois conceptuellement ouvrir d'autres champs de discussion que de purement rester dans une réponse technique à un problème XY. Et ça permet, je crois, de continuer à collaborer avec des artistes. On fait souvent, je ne veux pas dire du consulting, mais on accompagne des artistes sur les 1% artistiques. Parfois, je suis dans des jurys d'art maintenant, dans l'espace public et ou sur des bâtiments, parce que voilà, on apprécie la collaboration entre artistes et architectes et on voit vraiment l'intérêt ou la valeur ajoutée qui peut émerger entre une collaboration entre ces deux thèmes. Mais je crois à la base, c'est vraiment un milieu au Luxembourg où tu pouvais avoir des discussions et des expressions assez libérées de plein d'autres questions pragmatiques. Donc vraiment la valeur intellectuelle d'un projet, on va dire. Je passe sur un autre volet de ce que tu fais en plus de l'architecture. Je crois que tu donnes des cours, ou tu en donnais dans différentes universités. Est-ce que tu le fais comme un devoir de transmission ? Comment ça t'est venu en fait de te dire je vais m'orienter vers l'enseignement. Vers l'enseignement, ou en tout cas accompagner des étudiants en architecture. Je crois que c'est oui. que tu l'as fait à Zurich, à Bruxelles, Zurich, Bruxelles, à Luxembourg, Kaiserslautern, Belval, oui. Ouais. Je crois c'est déjà de ne pas du tout le voir comme éducation ou d'apprendre, enfin d'aller enseigner, mais plutôt d'une sorte de recherche continue. Notre bureau, il carbure quand même aussi avec une jeune génération de gens qui sortent souvent de l'université. Donc, on apprécie le goût de l'aventure, mais aussi de la prise de risque et du souhait de pousser un peu les limites de manière naïve. Parfois, ça permet quand même d'aller au-delà de choses qu'on connaît et d'ouvrir des fenêtres. Le souhait d'enseigner ou de continuer la recherche, c'était initialement à Bruxelles une opportunité qui s'est posée, mais là aussi pour continuer à conceptualiser des questions au-delà du monde économique réel d'un bureau. Et de pouvoir mettre sur la table avec des étudiants des réponses décalées par rapport à des règlements de bâtisse, mais potentiellement aussi
pouvoir bouger ou développer toutes ces choses. Donc ça, c'était initialement Bruxelles. Zurich, c'était similaire. On a utilisé le studio à Zurich pour collaborer ici avec, dans le temps, c'était le ministre Bausch, c'était ministère infrastructure, enfin, je sais plus. Mais donc, très vite, de faire presque comme du consulting, mais on savait très bien, c'est des travaux d'étudiants. Donc, il y a une certaine couche de pragmatisme qui sont peut-être pas présentes, mais c'est pas pour ça que les réponses ou les propositions sont moins intéressantes. Et voilà, c'est cet exercice qui nous a toujours intéressés et qui fonctionne très bien dans différents contextes, différentes cultures d'enseignement. Donc, on était Gastprofessor à Kaiserslautern pendant le plein Covid, donc on l'a fait en visio. C'était une horreur, je crois, du point de vue humain, mais en même temps, on essayait vraiment de donner de notre meilleur pour avoir un vrai client. C'était le ministère du Logement dans le temps, pour avoir un vrai sujet et avoir des vraies réponses et pousser dans, je ne vais pas dire une méthode, mais dans le processus qu'on apprécie. Et je crois l'intérêt dans ça, c'est effectivement de continuer à apprendre et de pouvoir se permettre une après-midi par semaine ou deux d'essayer de trouver les bonnes questions et de proposer des choses qui se frottent à des réglementations, mais où des fonctionnaires pourraient voir, en fait, c'est pas inintéressant. Et parfois, ça mène à des suites, pas pour nous, mais des suites qui, à un moment donné, pourraient effectivement trouver un public beaucoup plus large et aussi permettre à nous de faire un autre travail ou le travail de manière différente. Voilà, et puis il y a des cours plus théoriques pour l'aménagement du territoire. Là, c'est honnêtement purement accepter un défi. Le défi on te donne un sujet, il y avait un architecte avant qui l'a donné. Est-ce que tu veux donner ce cours? Défi sur qu'est-ce que tu dis, comment est-ce que tu veux le transmettre, c'est quoi le contenu et comment est-ce que ça peut s'intégrer effectivement dans un apprentissage qui est bénéfique quand même aussi pour un bureau. C'est de la recherche, c'est vraiment de la recherche. En 2024, tu donnes une conférence à l'Université de Luxembourg sur le Green Belt, correct? Donc le Green Belt, c'est le réseau de corridors écologiques autour de la ville de Luxembourg, pour résumer. C'est ça, à peu près? C'est pas trop. D'accord. Et pour t'amener sur la piste, l'écologie, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important pour toi et pour 2001 en général, comment tu articules en fait cette dimension écologique dans la pratique de l'architecture? Est-ce que c'est vraiment une question qui est au centre dans tous les projets? Quel va être votre impact Oui, donc pour répondre, la ceinture verte ou Green Belt, c'était après une consultation internationale qui était appelée Luxembourg in Transition, que le ministre Claude Turmes avait lancé pour comprendre, suite à la signature du traité de Paris, à quoi devait ressembler un Luxembourg, grande région, pas grande région, avec différentes formes, décarboné. Comment le territoire, l'architecture, l'urbanisme devaient réagir pour être décarboné? Parce que c'est bien de signer un traité, mais personne ne sait c'est quoi les suites. Et donc, il a lancé cette consultation avec des universités, des bureaux, enfin des conglomérats énormes, d'équipes vraiment assez énormes pour faire la comptabilité de CO2 et une réévaluation de l'aménagement du territoire. Suite à ça, on avait un petit paragraphe dans notre énorme dossier de 300 pages sur, mais en fait, on a travaillé sur Helfend, mais en fait, Helfend à Bertrange est un endroit spécifique, mais en fait, on identifie toute une sorte collier de perles autour de Luxembourgville qui pourrait être un réseau beaucoup plus intéressant. C'était un microcase. Il trouvait ça tellement intéressant qu'il lançait à la suite ça un appel à candidature pour la définition conceptuelle d'une ceinture verte autour de Luxembourgville. Mais c'est intéressant parce que initialement, c'était le défi, la question, le cahier de charge, c'était qualité de vie. Ça veut tout et rien dire. Et c'était pas. D'accord. Voilà. Mais c'était intéressant parce qu'il
le ministère avait très bien compris que les questions étaient multiples. Les questions étaient, d'un, comprendre que c'est une question qui ne se règle pas uniquement sur le territoire de Luxembourgville. Mhm. Donc, on parle d'une région qui n'existe pas encore, d'une collaboration régionale de différentes municipalités. Donc, c'est déjà dans la gouvernance délicat. Il faut formuler un projet, il faut identifier, bon, est-ce que ça a un sens ou pas. Et donc, à la fin, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, il y a un sens climatique, il y a un sens de production de nourriture parce qu'on a des terres très, très riches. Il y a un sens qualité de vie humain-non humain, mixité de DNA, parce que c'était aussi pendant le Covid, donc on voyait l'intérêt d'avoir des flux de différentes faunes à travers notre territoire. Bon, il y avait toute une nouvelle connaissance à partir du dioxyde de carbone qui était effectivement, je ne veux pas dire l'écologique, mais comprendre un territoire avec ses composantes environnementales et l'impact que ça a pour l'urbain. Il y a aussi effectivement le fétiche climatologique qui s'est développé à partir de là, mais effectivement ressources d'eau, ressources de sol, ressources d'air, et ainsi de suite. Tout s'est développé à partir de ce projet-là. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de dire avant, c'est qu'on essaye de remonter la chaîne des décisions pour se retrouver assez en amont pour pouvoir dire qu'est-ce qui fait un urbanisme de qualité. C'est que même si on a une énorme parcelle pour pouvoir dessiner un urbanisme qui, sur un plan noir et blanc, a peut-être l'air intéressant, mais en fait, il nous faut les conditions de base climatiques déjà pour que les gens dans le futur puissent survivre ou vivre de manière qualitative. Il nous faut certains corridors pour gérer l'eau. Il nous faudra quand même poser une question sur cette région, comment produire de la nourriture et comment est-ce qu'on voudrait survivre s'il y a une prochaine crise qui pourrait nous priver de certaines ressources. Donc, on veut remonter cette chaîne décisionnelle pour être en amont de comment faire l'aménagement du territoire pour après permettre à des architectes et aussi à nous de pouvoir construire de manière cohérente dans une réflexion plus large qui met sur cette table ces questions. Et donc, la question environnementale ou écologique, l'architecture, c'est quand même façonner un environnement et un développement. Est-ce que ça, la question écologique de durabilité, ça a évolué au cours de tes années de pratique? C'est quelque chose que tu avais dès le départ intégré? Ou est-ce que, forcément, avec la prise de conscience qui se fait, maintenant, elle est là, mais je veux dire, il y a... 20 ans, 25 ans, 30 ans. Oui, il y a des bouleversements quand même assez énormes. Initialement, dans le bureau, c'était une sensibilité par rapport aux masses de matériaux et de déchets que tu allais produire. Donc, de réduire ça. Ouais. Ça reste. Ça reste. Ouais. Et c'est une logique tellement bête que ça reste cohérent. Après, venez d'utiliser le moins de sol possible. Ça reste aussi, parce que ça reste une équation qui pèse aujourd'hui. Oui. Voilà. On était un peu moins, convaincus de la course à l'efficience énergétique, donc de l'énergie utile dans un bâtiment, parce qu'on était convaincus que tu pouvais le gérer avec différents périmètres, donc il y avait plus de flexibilité de voir ça. Donc effectivement, dans tout ce qui est passif et triple A et ainsi de suite, on a toujours questionné les manières de faire la comptabilité de ça. Mais on cherchait d'autres réponses à d'autres questions, surtout matière ressources et ainsi de suite. Est-ce que ça a changé? Ça a drastiquement changé. On a une baisse de consommation d'énergie dans nos bâtiments, ce qui est très bien. Mais si en parallèle, on regarde l'explosion d'énergie nécessaire pour tous nos pratiques numériques, c'est pas du tout en lien. Donc, et là, il y a un débat quand même sociétal qu'il faudra se poser à un moment donné. Comment est-ce qu'on voudrait rafraîchir tous ces data centers? Comment on voudrait produire l'énergie pour ces data centers? À un moment donné, ce sera l'urbain ou le data center. Et c'est des questions qui commencent à émerger dans certaines régions auxquelles il faudra faire face. On n'est pas prêt, on n'a pas les réponses pour la transition énergétique sur ça encore. Et voilà, donc ça, c'est une chose. Maintenant, bien sûr,
il y a la comptabilité du dioxyde de carbone. Le béton, du coup, a une connotation mauvaise, mais tu peux très bien remettre en cause cette discussion en disant, mais une structure en béton bien dimensionnée, proportionnée, tu pourras la réutiliser. Justement, je me suis intéressée à Rudy Ricciotti, tu sais, pour lui, il est très engagé, mais en tout cas, il a des discours qui vont dans ce sens-là aussi, quand c'est maîtrisé, que c'est fait comme il faut, que c'est pas l'image qu'on a de bétonner, que c'est en opposition à une conscience écologique, etc. Au contraire, quoi. Non. Et du coup, sur la construction circulaire, de pouvoir monter, démonter des choses non-stop, ok, je comprends. Tu voudrais produire, et il faudra produire moins de déchets dans la construction. C'est clair, effectivement, on n'est pas du tout à la hauteur. En même temps, le fait de vouloir construire et déconstruire, c'est d'accepter qu'on ne construit pas du tout à la bonne hauteur et aux bonnes typologies des défis qui se posent aujourd'hui. Je crois que ça, c'est un peu la conclusion, c'est qu'on admet qu'on n'est pas prêt à répondre à la hauteur et du coup, on sait que de toute façon, dans 10 ans, il faudra démonter et remonter plus haut. Mais allez, si on regarde des tissus urbains qui ont vécu pendant des centaines d'années, qui résistent toujours ou qui permettent toujours à une société de se développer, des villes de Milan, Zurich, Berlin, grosso modo, c'est des gabarits similaires partout. Ça a une réponse ergonomique. On pourrait se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à s'approprier très vite certains gabarits et certaines logiques ergonomiques, techniques et urbaines pour savoir qu'on est à la hauteur et on pourra là développer des structures stables, durables, où on ne va pas se poser la question comment on va déconstruire, où on va stocker, comment on va reconstruire. Parce que dans tout ce débat-là, il y a quand même des failles énormes de logistique où on n'a pas du tout les réponses pour. Et donc là, par rapport à ça, on essaye actuellement dans certains projets d'effectivement faire le bilan carbone comme il faut, des projets pilotes, mais de contourner la question du temporaire versus le permanent pour sauter une étape, pour dire dans le futur, ce bâtiment sera autre chose. On construit pour le futur. Donc, on fait 2 projets, un projet futur et un projet théorique, et un projet actuel, pour dire, vous mettez 2 dalles dans cet espace et vous avez votre fonction pour ce que vous voulez faire futur. Et donc, la négociation d'énergie grise et d'énergie pour reconstruire, déconstruire est totalement différente. Donc ça, je crois que c'est des débats qui aura, j'espère, de manière beaucoup plus éclairée, plus large, pour trouver pas une réponse, mais une palette, un menu de réponses ou de tactiques pour être beaucoup plus économe ou éclairé en gestion de ressources. Pour voir plus loin, pour anticiper plus loin plutôt que de se dire... Mais dans différents critères. Utilisation de sol, utilisation d'énergie grise, utilisation d'énergie opérationnelle. Vraiment de voir différentes problématiques et savoir qu'il n'y a pas toujours juste une réponse à ça. Il y a multiples réponses. Il y a aussi la question maintenant les Allemands l'appellent classe E comme Einfach, je crois. C'est la simplification de la construction pour éviter les couches, c'est totalement ce qu'on a essayé de faire depuis longtemps, mais il faut tout un set d'outils pour le permettre. Et je crois le côté optimiste, c'est quand même qu'on voit depuis 10 ans beaucoup de choses évoluer doucement dans nos administrations, qu'il y a une prise de conscience et il y a un travail de restructuration qui se fait, et c'est assez chouette de pouvoir être là à ce moment-là et de pouvoir participer. Oui. Je voudrais juste te poser 1 ou 2 questions sur ton volet chef d'entreprise, puisque donc vous êtes une équipe, je crois, d'une bonne dizaine d'architectes, c'est ça. Alors comment toi personnellement, comment tu concilies gérer une entreprise et ta pratique, on va dire créative, ou en tout cas de l'architecture? Est-ce que tu as encore le temps ou est-ce que aujourd'hui tu es obligé de faire des choix? Il y a le côté accompagnement des équipes, management, etc. Je peux avouer que on n'est pas encore forcément structuré de la manière la plus efficiente ou pour répondre à toutes ces questions.
Tant Sergio que moi aimons encore dessiner à différentes échelles. Ils sont totalement intégrés encore dans la coproduction de projets. Et tous les deux, on a des deadlines très stricts de documents que, à la fin, voilà, les compétences nous incombent pour livrer ces documents. Ce qui fait que on délaisse forcément notre travail d'accompagnement, de contrôle, de suivi, de gestion. Mais on veut pas non plus devenir des gestionnaires. On n'a pas les compétences pour. On veut pas non plus le déléguer à quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas encore trouvé le profil qui le permet. Mais effectivement, ce qu'on sent qu'on fait un travail d'éducation, de formation pour nous approprier différents outils. Ça, c'est aussi la collaboration avec d'autres bureaux à l'international qui nous permet de voir d'autres pratiques, d'autres outils, d'autres manières de faire, mais aussi à notre équipe de montrer c'est quoi une certaine vitesse, c'est quoi un rythme, c'est quoi une manière de faire, de communiquer et ainsi de suite. Donc, je crois que c'est une formation éternelle de trouver comment est-ce que je vais être chef d'entreprise, c'est quoi mon rôle, qu'est-ce que je dois pouvoir me permettre et comment mon équipe doit être organisée afin que je vois une certaine qualité apparaître dans le mur. Oui. Ça, c'est un peu le risque. On voit très bien qu'on pourrait faire plus de gestion de bureau et sortir des projets plus vite, mais ils ne seront pas forcément à la hauteur de ce qu'on cherche. Recruter des architectes au Luxembourg, comment ça se passe ? Je le sais, je l'ai vécu, je le vis, c'est compliqué en fait de recruter, de trouver les personnes, qu'il y ait un matching entre la philosophie de l'entreprise, les fondateurs et la personne qui intègre des deux côtés. Donc, c'est quelque chose qui est pas facile. Je pense qu'il y a aucune entreprise pour qui c'est aisé et facile. Est-ce que vous arrivez à recruter au Luxembourg ? Je crois que vous êtes quand même une équipe multiculturelle. Oui, donc actuellement, je crois qu'on a une luxembourgeoise au bureau. On est très contents. On a une vietnamienne, on a une grecque, on a une arménienne, on a un hollandais, on a 2 allemands. Grosso modo, est-ce que j'ai fait le tour peut-être actuellement ? Mais bon, puis il y a des générations comme ça. Il y avait un moment, on avait 3 Italiens, on avait un Espagnol, on avait 4 Français. Comment est-ce qu'on fait pour recruter ? Eh ben, je crois qu'on le fait peut-être pas très bien, mais c'est extrêmement subjectif et sensible. Effectivement, on essaye toujours de rencontrer les gens face à face, après un call en général. On garde nos yeux et nos oreilles très ouverts et attentifs sur les réseaux sociaux, parce que parfois, sur différentes plateformes, il y a quand même des portfolios qui tournent, qui sont d'une grande qualité. Une collaboratrice italienne, par exemple, on l'a vraiment pêchée. Elle cherchait depuis Milan d'aller à Paris ou Bruxelles. Et hop. Elle est arrivée à Luxembourg. Elle est arrivée au Luxembourg et c'est, je crois, tout le problème. C'est tout le problème parce que le logement le coût de vie qu'elle aurait eu à Paris ou Bruxelles, aurait été le même qu'au Luxembourg, mais avec une toute autre qualité de vie urbaine ou une offre de vie urbaine. Et là, on se frotte à ce que notre société, notre environnement bâti et développé peut offrir à des talents, parce qu'au final, c'est ça qu'on cherche. On cherche à trouver des talents investis. Forcément, on essaie de voir dans la région, et souvent, on cherche aussi autre part dans la région avec des gens qui ont un profil qui veulent mordre, quoi. Donc, et parfois ils ou elles viennent d'Italie, du Vietnam, de Grèce. Mais donc, comment on recrute en général, c'est sur base d'un portfolio. On essaie de voir, est-ce qu'il y a une attention, est-ce qu'il y a une sensibilité, est-ce qu'il y a déjà là une sorte de cohérence avec ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut lire quelque chose, une sorte d'ambition ? Si on voit ça,
en général, on fait un call et on essaye de comprendre la personne derrière. Vous faites un entretien séparé, toi et Sergio, et puis vous parlez, ou vous faites un entretien ensemble? Ensemble, oui, ensemble. Et c'est très fort. Il vous arrive de pas être d'accord sur ça, sur cette partie-là? J'imagine sur des projets certainement, mais sur... Oui. Il nous arrive de ne pas être d'accord parce que l'un ou l'autre a, à un moment donné, un autre quotidien. Et souvent, on fait ça fin de journée, 17, 18 heures. Après une journée de réunion sur chantier, dans des salles de réunion internes, externes. Enfin, et donc, on vient quand même charger. Et donc, l'un ou l'autre a l'intuition plus ou moins aiguë. Et donc, parfois, effectivement, l'un ou l'autre dit non, mais je vois ça. Et je crois jusqu'ici, on fait quand même confiance l'un ou l'autre. Et voilà, on découvre. C'est toujours un risque partagé à trois, parce que la personne qui vient... Bien sûr. Souvent, surtout si elle vient de l'étranger, même si aujourd'hui, c'est plus tellement le problème. Je pense que les gens sont beaucoup plus mobiles. Oui, mais quand même. Ouais. Allez, on se sent quand même responsable pour ces gens. Allez, c'est de faire immigrer quelqu'un au Luxembourg pour le travail, le déraciner en quelque sorte. On se sent responsable pour ces gens. C'est sûr que si ça marche, c'est gagnant pour tout le monde, parce qu'il faut que la personne se sente bien, mais pas que au travail, aussi dans son environnement. C'est ça. Et donc, nous, on peut essayer de donner au mieux au travail, mais après, il faut que cette personne se sente aussi à l'aise autour. Et sur beaucoup de collaborations, c'était ça le facteur qui a fait qu'il fallait rompre la collaboration, parce que le contexte urbain ne matchait pas, les attentes, le trajet, enfin, c'était... Oui, ils habitent pas forcément proches, ils doivent se trouver un logement. Après, tu as toutes les problématiques quand tu déménages dans un autre pays, avec la situation du logement au Luxembourg. C'est ça, et il faut quand même le dire, c'est quand même une situation assez précaire. On coûte cher, mais en général, ça dure tellement longtemps, un processus, que à la fin, pour la prise de risque et l'investissement personnel qu'on amène, c'est light en salaire. Donc, pour un collaborateur, malheureusement, les options de logement sont assez restreintes. Bien sûr. Et ça joue. Et ça, je suis très content qu'à la fin, nos décideurs politiques ont compris que croissance économique et crise du logement sont très liées. Et qualité du logement, parce que c'est pas seulement la quantité, c'est la qualité. Oui. Parce que des talents, on va pas les attirer avec des logements génériques. Non. Quand les gens arrivent, comment vous transmettez, toi et Sergio, l'ADN de 2001 à quelqu'un qui arrive dans l'agence? Ils sont directement plongés dans les projets. Une session de yoga, on ouvre le chakra. Non, mais est-ce que vous avez... Ils sont directement plongés. C'est learn by doing. Ils sont directement dans les projets. On nage ensemble. Oui. On a maintenant certains outils de onboarding pour rendre plus facile les outils déjà et les manières de faire, et pour permettre une certaine gestion de risque à l'intérieur du bureau. Mais sinon, pendant les interviews en général, on montre les projets ou les questions auxquelles on voudrait les intégrer ou les associer. Et à ce moment-là, quand un nouveau collaborateur rentre, soit on associe aussi un autre collaborateur, parce que c'est quand même parfois plus facile. Vous avez un espèce de parrain ou marraine? Non, on essaie de faire du matchmaking spécifique, soit par projet, soit par sensibilité, soit par langue. Oui. Pour que les gens se sentent bien. Oui, c'est quand même un peu la maison. Si les gens viennent chez nous... Et s'ils ont un chien, ils peuvent l'amener? Pas tous. Ou si vous acceptez tous les chiens? Parce qu'à un moment, il y en avait quoi? 2 ou 3 hein? À un moment, les vôtres, il y en avait jusque 6. Oui, s'ils ont un chien. Il y avait surtout une collaboratrice qui avait un chien qui est devenu notre mascotte. Maintenant, elle n'est plus au bureau, donc la mascotte nous manque. Et la collaboratrice aussi. Heureusement. D'abord la collaboratrice et la mascotte. Oui. Non, donc le peu de choses qu'on peut donner, c'est effectivement être attentif. Oui, ça vous coûte pas, parce que autant toi que Sergio... Non, vous aimez les animaux et ça vous... Pour les collaborateurs qui n'ont pas de chien ou sont moins...
moins d'aise avec les chiens. Parfois, c'est un peu curieux. Mais on y croit dans la présence de chiens pour des raisons vraiment aussi émotionnelles et pour notre santé mentale, vraiment. Et donc, on trouve ça bien pour débloquer certaines situations. Donc, ça, c'est une des rares choses qu'on peut vraiment proposer à des collaborateurs d'amener leur chien. Oui. Et c'est pas partout, hein, donc c'est bien. Et est-ce qu'il y a un projet que tu... alors, ou que tu refuserais aujourd'hui ou que tu aurais accepté il y a 15 ans à tes débuts, ou inversement, que tu poursuis maintenant et que tu n'aurais peut-être pas eu l'audace de proposer ou d'aller chercher à tes débuts. Est-ce que directement, vous avez tout de suite fait et du privé et du public? On a mis très longtemps pour rentrer dans le public. Ouais. Surtout au Luxembourg, il te faut une certaine... Soit, initialement, c'était... Des références à la partie référence. Voilà, il faut des références. Quand tu viens ici, tu rentres de Bruxelles, tu connais rien, mais strictement rien. Tu n'as aucun réseau. Même si tu es né ici, c'est assez délicat. Donc, c'était difficile de rentrer dans le public. D'ailleurs, le premier projet public qu'on avait était de l'autre côté de la frontière. C'était l'opération d'intérêt national à Michel, à Z-Belval. On avait la maîtrise d'œuvres urbaines. Et ça s'est très mal terminé par des réunions d'avocats à Paris. C'était drôle parce qu'on pouvait aller à Paris pour des réunions, mais c'était très cher. À la fin, on a gagné, mais après 3 ou 4 ans de procédure. Donc ça, c'était le premier projet public. Puis le deuxième, c'était un skatepark qu'on était extrêmement contents, mais on était tellement stressés pour prendre la responsabilité pour construire pour le public, aller au-delà du programme, proposer quelque chose qui était permanent. Mais on cherchait très vite de faire du public aussi. Oui, bien sûr. Et puis, un projet qu'on ne ferait plus... Pas sûr. Là, récemment, on a fait un projet non sollicité ici à Belval pour proposer sur une des cheminées du logement étudiant. Dans le temps, on se prenait un week-end pour faire des projets non sollicités et proposer des projets. C'est génial, ça. Ça n'a jamais abouti. C'est vrai. Ça devient des fantômes qui restent dans les administrations. Et ça peut aboutir à autre chose, mais on y croit. Vous gardez vos projets qui n'ont pas abouti... Vous les présentez, je sais que vous avez présenté, d'ailleurs c'était super lorsque vous avez fêté vos 15 ans, mais sur votre site, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez, d'ailleurs est-ce que vous avez le droit de garder des projets? Il y a des architectes qui font ça, hein, qui disent le projet c'est pas fait, ils présentent le projet sur leur site. Oui, dans le public, je crois que parfois c'est assez abouti, parfois c'est vraiment des esquisses, donc on ne publie pas plus, mais en général, on a une sorte d'ambition de pouvoir montrer tous les projets qu'on fait, de vraiment tout pouvoir montrer, parce que ça, c'est après notre patrimoine. Bien sûr. C'est ce qu'on fait. Donc, il faut pouvoir le montrer. Et il y a des projets qu'on montre et il y a des projets qui ne sont pas assez aboutis pour les montrer, on va dire. Mais oui, en général, souvent, ça contribue à des débats plutôt culturels ou socioculturels, et c'est très bien, mais on y voit la responsabilité de le faire. Donc au final, non, dans le parcours, j'ai pas plus de regrets que ça. Il y a les expos universelles qui posaient beaucoup de questions dans le temps. Et le premier concours, c'était Dubaï. On avait fait une proposition de pavillon avec du sable, de construire avec ce qu'il y avait. Puis on n'a pas gagné. Bon, c'était pas vraiment grave, mais on y croyait dans le projet. Le deuxième, c'était maintenant Osaka. On voulait pas... croyais plus, parce que tu te poses quand même des questions, tout doit être bas carbone, recyclable, et tu vas sur une île artificielle construire un pavillon. Donc on me disait non. Et puis bizarrement, il y avait des agences étrangères qui venaient nous chercher, pousser pour faire une architecture, parce que c'est un peu leur running business. Donc de se frotter de nouveau à cette question d'une construction éphémère sur une île artificielle sur l'autre bout du monde, et ça devait être bas carbone. Allez, c'est un défi, mais parfois tu te dis, ça peut-être t'aurais pas dû faire. Mais l'exercice était intéressant. Surtout peut-être même en interne de l'équipe, parce que on est venu là sur une pyramide inversée qui avait un peu pyramide de Ponzi, enfin plein de messages subliminaux.
Et l'équipe, ils croyaient pas du tout. Ils disaient, mais ça, jamais ça va tenir. Et on avait une sorte de sensation, intuition de stabilité. Et puis, on a trouvé un ingénieur qui disait, oui, ça, je peux faire tenir. Et puis, ça tenait. Et tout d'un coup, l'équipe était assez émerveillée. Et ça, c'était chouette de voir, de dire, waouh, on a réussi de faire tenir ce truc. Et c'est assez cool. Et on n'a pas gagné. Et vous avez appris. On a appris et on avait un peu quand même de plaisir. Bien sûr. J'ai une dernière question et tu me dis si tu veux, on pourra la couper. Si tu veux pas que ce soit dit dans l'espace public, tu vas devenir bientôt papa d'une petite fille. Est-ce que ça change ta façon de regarder les espaces, l'avenir, ton métier, les villes qu'on construit pour demain? Est-ce que ça a un impact dans ton travail en fait à venir? Ou ça change rien parce que de toute façon depuis le début. Oui, je sais pas. Allez, je crois que tant Sergio que moi ont quand même un peu pas des craintes, hein, mais un peu des doutes sur ce qui nous attend. Tant politiquement, ma femme vient d'Ukraine, donc c'est quand même présent dans le quotidien, mais aussi socialement, sur la technologie, et ainsi de suite, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ça va tellement vite, on anticipe quand même, on ne sait pas. Mais on sent qu'il y a de nouveau un de ces bouleversements qui nous a créé 2001. Initialement, il y avait la crise économique quand Sergio et moi ont eu le diplôme, c'était catastrophique. À Bruxelles, il n'y avait pas de boulot. On l'a traversé 2010, il y avait une sorte d'optimisme, puis il y avait une nouvelle crise vers 2014, mais ça nous a vraiment façonné à la fin. Maintenant, ce qui nous attend, surtout la question de ressources climatiques, technologiques, ça nous semble assez énorme comme défi. Donc, en quelque sorte, c'est peut-être pas très... Comment dire, pas très mature de donner naissance à une fille. En même temps, je crois que notre espèce, si elle est à sa hauteur, peut donner des réponses à des défis énormes. Maintenant, ce défi qui nous attend, j'ai honnêtement l'impression qu'il est totalement sous-estimé. Initialement, on disait ça pour le climatique au Luxembourg. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est gérable au moins pour les 30 ans à venir. Le défi technologique avec son impact vraiment sociétal, moi, je ne suis pas sûr qu'on l'apprécie à sa juste manière. Donc, on essaye, tant ma femme et moi, mais aussi Sergio, qui est père de 2 chiens, on va le dire comme ça, on essaye quand même d'être attentif à ça et de pouvoir anticiper et se préparer pour ce qui pourrait venir, bien qu'on sait qu'on ne sera pas à la hauteur. Mais est-ce que ça change la manière dont je vois l'architecture ou... Non, ça me pousse juste à m'engager beaucoup plus. Encore plus. Oui. Est-ce que c'est possible? Alors, ce que j'espère, et effectivement, ça, c'est en train de se passer, c'est que il y a peut-être un shift d'urgence où c'est moins existentiel, les échecs au quotidien. Et j'essaye de ne pas lâcher prise, mais d'être un peu plus cool, relativiser par rapport à certains échecs et de contourner un peu différemment. Donc, je ne sais pas si ça, c'est ma fille qui le fait émerger ou si c'est une expérience de 15 ans maintenant au Luxembourg, de se dire, OK, bon, la maturité. Le temps, tu vas contourner le problème, tu vas revenir la semaine prochaine, tu vas rediscuter ça. Ou est-ce que c'est quelque chose qui, dans 5 ans, sera encore important, tu vois? Aussi, voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, ce que j'ai vécu avec beaucoup d'ex-collègues, surtout de Bruxelles, qui sont maintenant parents, c'est vraiment une manière de trancher de manière beaucoup plus mature, radicale même, de dire ça, c'est pas important, ou ça, non, ça, c'est rien pour moi, hop, hop, hop. Où j'ai parfois du mal à dire non à certaines choses, où je vois quand même un intérêt culturel, social. Mais si je vois l'architecture différemment,
Non, j'espère juste pouvoir effectivement très vite faire le tour de certains chantiers, certains projets, et pouvoir dire, bon, bah, ça, on a fait comme ça, et d'entendre des critiques très honnêtes de ma propre fille, ça, c'est quelque chose... Tu vas attendre quelques années encore, quand même, un petit peu. Oui, mais allez, dans 5 ans, je sais pas... Sur les chantiers. Mais en fait, c'est quelque chose que je connaissais avec mon grand-père, d'aller voir... je me rappelle certains chantiers de passerelle Luxembourgville-Domeldange, j'étais impressionné. Et j'étais fier de mon grand-père. J'étais très, très jeune. Hein. Mais voilà, j'espère que il y aurait cette même compréhension ou appréciation que j'avais et de pouvoir, dans beaucoup plus d'années, pouvoir laisser certains espaces qui puissent encore façonner notre société ou contribuer à quelque chose que les gens puissent apprécier et vivre et même dire c'était un peu les années 2010 comme ça. Oui, ça c'était l'idée, il y avait une crise comme ça et comme ça. Je sais pas, mais au moins que ça perdure un peu, ça c'est un grand espoir. Ouais. Eh ben, écoute Philippe, merci beaucoup. Je t'ai confié quelque chose d'assez intime à maison, donc c'est quand même l'endroit où on pose les armes le soir, on va dire. Aujourd'hui, tu m'as confié quelque chose en retour, la façon dont tu penses ton métier. C'est un échange que j'ai vraiment fortement apprécié. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me voir. Merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vos équipes, de vos projets et de vos convictions. Merci. Merci.